Alors Camargue, Corinne, c'est comme ça la Camargue? Oui, oui, la Camargue, mais avant la Camargue, c'est un peu la découverte pour moi d'un réalisateur que je ne connaissais pas. Et pourtant, il est de Marseille. Et alors, effectivement, le nom était connu à Marseille. Et puis, j'ai eu quelques informations et j'ai pu voir quelques-unes de ses réalisations par le biais de Jean-Pierre Daniel et Bruno Jourdan qui m'ont passé à la fois ce petit Bruno Jourdan qui est là et qui est l'éditeur de ce DVD où il y a tous les documentaires de et là, Séraphin Carpita. Il y a une série d'interviews à la fois d'autres réalisateurs qui vouent un intérêt ou qui sont finalement les enfants de Carpita. Et puis, il y a son attachement effectivement à la Camargue dont il parle longuement. À la Camargue et à l'origine à Marseille. Mais c'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes avec cette histoire du rendez-vous des quais qui a vraiment été qui l'a poursuivi et qui a été l'aigreur de sa vie, le désespoir de sa carrière, parce qu'effectivement ce premier film qui est censuré va finalement stopper sa carrière et va disparaître va en plus. Disparaître. Et il va recommencer à travailler 40 ans plus tard sur ce film-là. Et ça, c'est quand même assez touchant parce qu'on se dit que peut-être que la carrière aurait été autre. Moi, j'ai été touchée quand même par ce film parce qu'il y a aussi ce côté entre documentaire et fiction. Et dans l'œuvre de Carpita, pour l'avoir un peu étudié, on se rend compte qu'il a réalisé beaucoup de documentaires, évidemment engagés, mais il a été très sensible à la question écologique. Et on le retrouve ici, puisque la Camargue, à ce moment-là, à cette époque-là, il était question de créer un pont qui allait relier la Camargue à la terre et qui allait modifier considérablement l'avenir de la Camargue. À ce moment-là, on aurait pu construire. Il y avait des projets de construction de marinas et les maires, essentiellement le maire de Port-de-Bouc, c'était vraiment complètement révolté contre ces projets-là. Et il y avait la question de la pollution du Rhône, qui existe encore évidemment. Mais je pense que dans ce film, ça a été un des deux sujets parce que l'architecte, malheureusement, j'ai pas eu de bol. On va en parler tout à l'heure. Mais la Camargue est un vrai sujet. Bon, à l'heure actuelle, la Camargue est classée parc régional naturel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans notre région, dans la région PACA, c'est la région qui possède le plus grand nombre de parcs naturels, ou régionaux ou parcs nationaux. Mais Rhône-Alpes est en seconde position, ce qui veut dire qu'il y a un vrai attachement à cet espace sauvage qu'on retrouve autour de Marseille et autour finalement la Camargue est aux portes de Marseille. Et cette question est une vraie question. Que fait-on? Comment une ville peut-elle évoluer par rapport à ces limites naturelles qui sont tout de suite présentes, tout de suite là? Et comment ne pas non plus sanctuariser? Et tout le sujet est là. À Marseille, récemment, l'année dernière, a été créé le parc naturel des Calanques. Et ce sujet est quelque chose qui nous interroge très souvent, nous, architectes et urbanistes, c'est que deviennent ces sites? Ils sont à un moment donné classés, donc sanctuarisés. Tout s'arrête, on ne peut plus rien toucher. Et finalement, les franges de ces sites sont des vraies franges de projets. Il y a aux portes de la ville de Marseille énormément de friches industrielles du 19e siècle qui appartiennent maintenant à ces parcs naturels, qui sont laissés à l'abandon puisque tout s'arrête, on ne peut plus rien toucher. Et finalement, ils vont devenir des ruines, alors qu'on sait que beaucoup d'autres, je pense à la Suisse par exemple, où toutes les franges des Préalpes, ce sont des vraies zones de projet. Donc toute la question est là. Alors là, évidemment, la question c'était on construisait au cœur même du parc. C'est malheureusement un architecte en plus qui propose cette solution. Mais
mais c'est une vraie question. Alors effectivement, on peut parler de l'architecte dans ce film, mais j'aurais préféré parler d'abord peut-être de Carpita parce que c'est. J'ajouterais quand même que biographiquement, Carpita donc, est instituteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en 1968, il prend sa retraite anticipée, sa femme aussi, et il se consacre exclusivement au cinéma, dont beaucoup de ses courts-métrages figurent dans ce DVD. Alors, mais il y a toujours cette blessure, je pense, très profonde du Rendez-vous des quais, et puis la difficulté de faire un montage financier pour réaliser un nouveau long métrage. Je m'arrête 2 minutes quand même sur le mot Camargue, parce que il y a plusieurs origines étymologiques, et je ne sais pas quelle est la meilleure. Il y a en celto-ligurien, qui est une langue que je ne parle pas du tout, le mot Camargue signifierait le champ, simplement un champ d'eau, ce qui est assez joli. Mais en languedoc, ce serait la frontière. Et donc, d'une certaine façon, la Camargue, c'est le delta du Rhône, et donc c'est effectivement quelque chose qui est une espèce de zone de frontière, puisque c'est un obstacle d'une certaine manière. C'est en même temps une protection pour ceux qui y résident, hein, et là on le voit bien, il y a une dimension western, du reste, à ne pas échapper avec les voisins qui arrivent sur leurs chevaux comme ça. Bon, c'est un peu une zone un peu à part. Est-ce que c'est... Moi, j'y suis allé quand j'étais enfant, il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a encore cette dimension-là, ou oui, il y a encore oui. ce bac, il y a encore... Exactement, rien n'a bougé, rien n'a changé. Il faut savoir que la ville d'Arles est la commune la plus grande de France, l'étendue en surface la plus importante de France. Et une chose est assez curieuse à Arles, c'est que on ne peut pas dire que ce soit une ville classique, elle est plus sur le modèle plutôt d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'à Arles, curieusement, et ça, j'avais fait quelques recherches il y a quelques années, il n'y a pas de bourgeoisie au sens classique du terme. La ville d'Arles est composée de grands propriétaires terriens qui sont en Camargue, qui fonctionnent un peu comme en Amérique latine, qui ont leurs grandes fermes, ce sont les masses. D'ailleurs, au demeurant, le mas camarguais est strictement sur le même plan que la villa romaine. Ils reprennent exactement, c'est vraiment l'héritage direct du plan romain. Et ces masses, ce sont des propriétaires terriens qui vivent sur leurs terres et qui vivent de manière assez frustre. C'est des gens durs et rugueux qui sont pas du tout dans le système de la bourgeoisie de la ville classique, comme Nîmes à côté, par exemple, où là, c'était des exploitants plutôt de vinicoles. Et il y a face à eux une classe ouvrière très ancrée dans la ville d'Arles, puisque c'était les constructions métalliques qui étaient liées à la SNCF. Et de tout temps, dans toute l'histoire de la ville, il y a cette opposition entre classe ouvrière et propriétaires terriens, et une espèce d'alternance et d'équilibre entre les deux. Et ça, c'est vraiment spécifique à cette ville qui n'a pas eu d'industrie au sens classique du terme. Le 19e, la ville n'a pas connu l'industrie du 19e siècle. Ces constructions métalliques étaient simplement liées à la SNCF, donc c'était lié à l'État. C'est des fonctionnaires. Et ça génère une ambiance très particulière. La Camargue est exactement comme ça. Alors la maison de l'architecte, là, je ne pense pas qu'elle soit, qu'elle soit prise sur voilà, ça, j'en sais rien. Peut-être Bruno Jourdan, c'est plus que moi. Mais ça me paraît être un modèle assez représentatif de ces années-là, avec tous les clichés des couleurs primaires. Voilà. Les vêtements de la femme de l'architecte, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elle sort de l'écho de la mode de l'époque. Mais c'est bien de rappeler l'origine romaine, parce que une des autres possibilités du mot Camargue serait le nom du sénateur romain qui habitait à Arles et qui s'appelait Camars. Et donc ce serait celui qui possédait cette région-là. Bon. Arles a été la capitale un temps de l'Empire romain, ça, voilà. Puisque l'histoire, c'est que Marseille avait choisi César, Pompée, et Arles avait choisi César. Donc Arles a été gratifié de capitale et Marseille a été d'autres, comme d'habitude. Mais alors il y a quand même une autre ville, il y a Aigues-Mortes quand même. Oui, mais c'était Arles qui avait été... Oui, je sais bien, d'accord, mais Aigues-Mortes n'existait pas à l'époque. Mais... En fait, c'était le port d'Arles qui avait produit rapidement pour César les bateaux, la flotte qui est partie à la conquête.
Et aujourd'hui, c'est encore le riz, le sel, les chevaux, les le taureaux. C'est toujours le riz aujourd'hui, et les taureaux, bien sûr, les manadiers, rien ne change. Alors, le riz, le grand sujet, c'est les riziculteurs. On dit que les riziculteurs ont permis à la Camargue d'exister, de continuer à exister, parce qu'elle aurait été enfouie sous les eaux, et que le système de roubine qui alimente le riz ont permis l'endiguement, ont permis de limiter, de tenir les eaux, de réussir à maintenir les digues et la Camargue. Alors, le riz, c'est un vrai sujet. Le riz est arrivé en Camargue pendant la guerre, quand c'était Paul Ricard d'ailleurs, quand le pastis pendant la guerre ne se vendait plus, il a eu cette idée d'acheter des terrains en Camargue, une grande partie de la surface de Camargue, et d'y planter du riz. Et pour nourrir, à ce moment-là, pendant la guerre, pour nourrir la population. Et puis, bon, là, je ne sais pas s'il est encore propriétaire de riziculture, mais c'est lui qui a lancé le riz en Camargue. Et la grande question en ce moment qui se pose, c'est que les dernières conventions européennes, la politique agricole européenne, la France a demandé des subventions pour tous les sujets agricoles, sauf pour le riz. Le riz a été oublié cette année. Et c'est un vrai débat. Ils sont en train d'essayer de rattraper le coup, parce que personne au niveau de l'État, des fonctionnaires de l'État, n'a pensé que le riz existait dans les cultures françaises. Il n'y a qu'en Camargue. C'est exotique, c'est ça. Et donc là, ils essaient de rattraper le coup, mais il y a un vrai débat en ce moment. Ça a créé des manifestations en ce moment. Alors, bon, il y a quand même aussi une population qu'il ne faut pas oublier, elle est même au cœur du film, c'est la population des travailleurs immigrés, clandestins. Donc là, on est en 1958. Il y avait donc déjà cette rivalité fabriquée par les employeurs, évidemment, entre les Italiens, qui étaient peut-être d'une migration plus ancienne, les Portugais et les Espagnols. Oui, oui. Alors là, on voit une période, effectivement, il y a eu les Italiens, il y a eu les Vietnamiens aussi au moment des plantations de riz, puisqu'ils ne savaient pas, ils ont fait venir des Vietnamiens pour apprendre. Mais effectivement, bon, là, il prend comme sujet cette population-là. Je pense que dans d'autres films, il prend d'autres types de populations. Ce qu'il veut raconter, c'est l'humiliation. D'ailleurs, le film, à l'origine, s'appelait Les Humiliés. Et il l'a changé puisqu'il a été réalisé 40 ans plus tard et le titre a changé. Mais le scénario est resté le même. Mais ce qu'il raconte à travers toute son œuvre, c'est toujours le même sujet, c'est la fraternité, la question de la fraternité. Dans ses interviews, il en parle beaucoup. Il en parle aussi avec beaucoup d'humanité, je trouve, et de vrai... d'aménité vis-à-vis de tous, finalement. Globalement, il n'y a que l'architecte qui n'a aucune... Oui, parce que même même Roger est émouvant. Voilà, et il voulait du reste que ce Roger-là, qui est un peu bourru, on voit très bien Jean-Yann, éventuellement dans ce rôle-là aussi, qui est un comédien qui fait une carrière importante, et dans, comme on dit toujours, de second rôle, dans Abélix et Cléopâtre, dans des tas de films, dans les Bronzés, numéro 3, enfin donc c'est quelqu'un qui tourne aussi beaucoup de séries TV, et ainsi que du reste que le jeune Manuel, qui lui aussi a créé une troupe de théâtre, bien sûr, c'est quelqu'un... On se posait la question. Ce sont des vrais comédiens, non, à la différence d'autres personnages du film qui sont effectivement des gens qui l'avaient recruté sur place. Mais là, en écoutant Corinne, je regardais la liste des courts-métrages de Carpita, et c'est vrai que toujours il y a cette dimension. En fait, pour lui, je crois, pire que l'aliénation économique du capitalisme, puisqu'il vient de cette sensibilité communiste, c'est vraiment l'humiliation. Je pense que c'est ça qu'il ne peut pas tolérer, et l'humiliation commence dès l'enfance. C'est pour ça que l'enfant est dans tous ses films, dans tous ses courts-métrages, la récréation, c'est ça. C'est la violence en cours de récréation, l'indifférence des instituteurs qui n'osent pas intervenir quand un plus grand tape un plus petit, qui est donc humilié. Voilà, donc on retrouve bien ça dans Demain l'amour, qui est un très beau film aussi, toujours docu-fiction. C'est ça qui est
est intéressant chez lui. Il entremêle toujours à des événements qu'on pourrait voir à la télévision, en reportage. Il introduit une dimension humaine, entre guillemets, c'est-à-dire il introduit de l'affect, en fait, finalement. Et dans D'Homme à l'amour, je ne sais pas si tu l'as vu ce film, c'est un film où il y a un accident de voiture d'un gars qui revient de la guerre d'Algérie, parce que Carpita fait de la politique toujours, et il revient et évidemment il n'arrive pas à se débarrasser. Vraisemblablement, on devine qu'il a tué des Algériens. On le devine, c'est pas très clair, mais d'une certaine façon, ça doit être ça. Ou il a assisté impuissant à ça, et il est évidemment totalement honteux de cette attitude. Et il a un accident de voiture, et cet accident de voiture va permettre, par une série de flashbacks, de reconstituer l'histoire de son amour qui est en train de s'effilocher, justement parce qu'il n'est plus le même avant et après son séjour en Algérie. Et ce documentaire est passé dans un festival de films. Et parmi les membres du jury, il y avait Claude Sautet, et qui s'en est bien souvenu, puisque lui-même, dans les choses de la vie, c'est un accident de voiture où, rappelez-vous, Michel Piccoli redéfiler toute son existence, y compris amoureuse, bon, etc. Voilà. Donc, et ça lui avait plu. Et pour vous montrer sa gentillesse à Carpita, c'est que dans ce livre interview, l'intervieweur lui dit, mais quand même, Sautet vous a piqué t'as piqué ton idée, t'as râlé, et il dit, ah non, j'étais trop content. Voilà. Donc ça c'est Carpita. Il est trop content qu'on utilise ses idées, éventuellement, parce que bon, évidemment il n'y avait pas la preuve, et il recherche toujours chez l'individu, chez l'enfant qui est le cancre, ce qui va le différencier des autres. Et là, avec Mouloud, c'est très émouvant. Mouloud, qui est un peu un simplet. Enfin bon, il est là. Alors il dit dans un des interviews que Mouloud c'est lui. Il dit qu'il a toujours eu ce sentiment. Le fait d'avoir eu ce premier film, qui pour lui est quand même un échec puisque éliminé immédiatement, il a eu toujours ce sentiment d'être le cancre. Et que globalement, ses confrères, le monde du cinéma ne l'a pas soutenu à ce moment-là. Il en veut beaucoup, même au Parti communiste. Beaucoup au Parti communiste. Oui. Qui ne l'a pas soutenu. Personne n'a bougé. Parce qu'à un moment donné, il n'était pas dans la ligne de ce qui était attendu à cette époque-là par le Parti communiste. Donc ils racontent que finalement personne n'a bougé et qu'il a toujours eu ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et d'être le cancre. Et on retrouve dans chacun de ces films, enfin ceux que j'ai pu voir, c'est cette idée qu'il y a toujours le faible, le fragile, qui a beaucoup à donner, mais qui est mis de côté. Et bon, après, il parle de Roger, qui est le personnage le plus complexe, qui effectivement, là aussi, il trouve dans chacun des individus une excuse. Il leur trouve des excuses, comme chez les enfants, chez les cancres, il trouve toujours il y a toujours quelque chose dans tout individu à trouver. Qui va finalement, même à la fin, finalement, il se sacrifie. Manuel est d'une certaine manière le révélateur qui va à un moment donné faire que Roger retrouve une certaine dignité. Parce que Manuel dit maman, il aurait dit papa, ça n'aurait pas été peut-être une autre histoire. Enfin, on peut inventer un autre film. En même temps, quand on le voit, à la petite, avec le petit taureau, quand il arrive à vaincre, c'est Roger qui se projette. Et à un moment donné, c'est Manuel qui va révéler à Roger qu'il est sur la mauvaise piste. Mais tu as raison d'insister sur un peu une amertume dans ses confidences. Là, il explique bien comment il a été pas du tout soutenu par le milieu des réalisateurs. Par contre, des monteurs, des monteuses, des preneurs de son, beaucoup bénévolement ont travaillé pour lui à plusieurs moments de son existence. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il est né en 1922, donc il a 10 ans de plus que la Nouvelle Vague, que Truffaut, Godard, Chabrol, qui eux sont des années 1930, 31, 32, bon, et avec qui finalement il ne se passe rien. Il n'y aura jamais de contact, jamais de discussion. Oui, ça c'est vrai, je me suis demandé. Il dit qu'il a sauvé Godard en 68
Ouais. Il tournait les événements et Godard à Cannes, au Festival de Cannes, avait pris la parole, avait essayé d'arrêter le festival, etc. Et puis des des gros bras sont venus pour bousculer Godard. Et Paul Carpita, qui était plutôt petit, s'est interposé. C'est lui qui a reçu les coups, mais Godard n'a jamais su. Et ça, il raconte. Il dit, il faudra quand même un jour lui dire que je lui ai sauvé quelques nions comme ça. Alors, je sais que j'ai vu une interview de Ken Loach qui, lorsqu'il arrive à Marseille, dit immédiatement « je veux voir Carpita ». Il n'y en a qu'un que je veux voir, c'est Carpita. Et il se rend compte, et dans un petit interview, il dit finalement, ce que j'aime chez Carpita, c'est qu'il arrive à faire avec la réalité plutôt que d'essayer de s'en échapper. Et ça, c'est vrai qu'il fait avec la réalité, mais en même temps, je trouve qu'il y donne une vraie poésie. Mais c'est pas un peu la définition de l'architecture, ça? Oui. Oui, puis la poésie aussi. D'une certaine architecture. Oui, alors voilà, je suis vraiment désolée pour l'architecte parce que c'était effondrant. C'est un affairiste, il a une belle voiture quand même. Oui, il a une belle voiture, mais alors il a aucune excuse. C'est marrant parce qu'il lui a trouvé aucune excuse à lui. Autant Roger qui est odieux, mais lui, il n'a même pas on n'a pas d'explication. On se dit. Alors je me suis demandé pourquoi il avait choisi un architecte comme propriétaire terrien. Et ça, c'était curieux. Enfin, j'ai trouvé ça curieux. C'est pas dans le profil de. Ouais, c'est pas un promoteur immobilier qui est toujours l'image un peu du méchant. Oui. En même temps, c'est comme un peu. Il est un peu comme ça. Oui, c'est un peu un promoteur quand même. C'est un promoteur. Il est prêt. Et c'était assez drôle le coup du miroir. Christian, tu l'as pas vu, mais donc en gros, il y a une maquette et puis il met le miroir. Et il y a l'autre face. En double. Je sais que tu arrives à ce moment-là. Et double, voilà, on double le. Alors, je reviens aussi pour les questions politiques. Il a regretté d'avoir fait un court-métrage que moi j'ai trouvé plutôt bien, qui s'appelle Marseille sans soleil, qui est très critique par rapport à Pagnol et justement aux clichés habituels sur cette ville. Mais en même temps, il reconnaît qu'il a eu le soutien du musicien Jean Vienner, qui lui a donné gratuitement la musique sur le Rendez-vous des quais. Le film ayant été perdu, il a récupéré la partition pour le Rendez-vous de Pologne. Donc c'est assez amusant. Et Jean Vienner, qui est un type vraiment affiché de droite, etc., a toujours trouvé le cinéma de Carpita tout à fait intéressant. Donc là aussi, ça le met un peu à part d'une profession. Alors, moi, j'ai vu Marseille sans soleil, et c'est vrai qu'il raconte que on a des images, des clichés de Marseille, le soleil, cette lumière intense, et il parle aussi de la mafia, et qu'à un moment donné, il va rencontrer le directeur de la Cinémathèque, et lequel lui dit « Écoute, t'es plus dans le coup, n'insiste pas, t'es pas dans le coup, tu fais pas ce qu'on attend. » Et moi, ça m'a touchée, ça, parce que quelque part, les architectes aussi, on est touchés par ça. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'on fasse du bruit, que ça tire de tous les côtés. Marseille, c'est ça. Il faut qu'il y ait des tirs de tous les côtés, que ça crie, c'est ça l'action, c'est ça qu'on attend. Mais moi, je ne sais pas faire ça, faire du bruit, je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une histoire, que les gens, ils ont une histoire, ils ont une épaisseur, c'est ça. Et pourquoi il ne se passe rien dans mes films? Mais moi, je ne sais pas le faire, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il a deux choses qui m'ont, moi, touchée en tous les cas, c'est qu'il a toujours choisi de rester, alors qu'il aurait dû partir pour pouvoir faire carrière. Il a fait le choix de rester parce qu'il était attaché à cette ville et à ce territoire, c'était là où il s'exprimait le mieux et qui lui correspondait. Et il n'a pas suivi, il en parle lui-même, la mode. Et alors effectivement, peut-être que c'était le résultat, c'est que ça a peut-être été une erreur pour sa carrière. Mais en même temps, c'est assez touchant de voir que 40 ans après, il arrive à tenir le cap, à rester avec cette espèce de fraîcheur. Je trouve qu'il y a un regard et une fraîcheur, une aménité pour l'homme qui est resté intacte. Et Guédiljean, dans ses interviews, en parle. Il dit, c'est formidable.
c'est même une part de naïveté, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est formidable de conserver cet amour de l'autre et cette confiance en l'autre. Alors, je précise quand même un point important au niveau de l'histoire du cinéma, parce on va voir ça revenir en 68, sans lien du reste, parce qu'on l'ignorait, c'est que lorsqu'il débute en 46-47, il débute avec un groupe de copains, il crée ce qu'on appelle Cinépax. Pax, évidemment, la paix, cinéma, et ce sont des actualités, parce qu'à l'époque, contrairement à ce soir où on passait qu'un long métrage, il y avait d'abord des actualités Gaumont ou Pathé, bon, et eux faisaient des actualités, alors aujourd'hui on dirait de proximité, des actualités locales. Et ils allaient les donner ces bobines aux projectionnistes qui supprimaient les actualités Gaumont et mettaient Cinépax. Mais ça ne parlait évidemment qu'aux gens qui étaient les spectateurs du cinéma de Marseille, qui voyaient ça, et ensuite, hop, ça partait un autre cinéma, une autre séance, etc. Donc, pour montrer qu'on pouvait inventer, finalement, une autre manière de relater les événements politiques, en partant des préoccupations locales, hein, et en demandant aux gens du coin, qui étaient souvent des spectateurs, qui se retrouvaient tout d'un coup sur l'écran, ah bah tiens, je suis là parce que il y a une grève de ceci, parce que la cantine scolaire n'a pas bien repris, parce que ceci. Bon. Et donc ça, c'est quand même une démarche tout à fait intéressante de montrer que le cinéma appartient à la vie parce qu'elle est la vie, précisément, et pas simplement une dimension strictement poétique ou descriptive, quoi. Alors, le rendez-vous des quais, c'était... Je l'ai pas vu, mais je connais l'histoire. En fait, ça traite de la question de la guerre d'Indochine, avec les cercueils des soldats morts qui arrivent au port de Marseille et les dockers qui refusent, qui arrêtent l'activité du port, qui refusent d'embarquer les soldats pour l'Indochine. Et donc ça raconte, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, le film est interdit. C'est interdit. Donc je le répète, par François Mitterrand, il faut quand même rappeler les choses. Alors, ce qui est intéressant dans le tournage de ce film, c'est que lui a une fausse autorisation de l'Éducation nationale pour tourner un film sur la vie du port d'un point de vue pédagogique. Hein, et en fait, il vient filmer les attaques des CRS qui viennent pousser les dockers qui refusent de porter ces cercueils, etc. Et à un moment donné, il le raconte dans cet entretien, il y a un capitaine de brigade de CRS qui demande le papier, qui le regarde et qui dit « bon, ben, c'est bon, vous pouvez passer ». Alors que le papier est un faux. Et là, les CRS sont tout à fait d'accord d'être filmés et ils en rajoutent dans leur déploiement de force. Bon. Et du coup, le film acquiert une plus grande véracité, bien sûr, hein, parce que là, c'est pas du cinéma. Qui souhaite donner son impression du film ou poser une question à Corinne? Juste par rapport à deux ou trois informations supplémentaires. On peut quand même préciser Bruno Jourdan, hein, qui est le directeur d'Images de Ville à Aix-en-Provence et qui est l'éditeur, on dit éditeur, hein, éditeur, voilà, éditeur de l'ensemble des films de Paul ou Séraphin Carpita. Juste, merci d'avoir parlé du DVD, présenté ce travail. Deux infos, il y a Joris Ivens, qui a beaucoup aidé Paul Carpita, donc le grand cinéaste Joris Ivens, qui au moment de ces grands congrès, notamment d'Appel de Stockholm, à Varsovie, etc., à Berlin, à Varsovie, etc., était presque jaloux de la capacité de Carpita à venir avec sa petite caméra toute légère et à pouvoir tourner de façon totalement libre. Je crois que ça, c'est important. Et donc, ce qui est important de rappeler, c'est que Paul Carpita, finalement, il a aussi voulu avoir, je dirais, cette route parallèle, cette route libre, alors qu'il a marginalisé dans le milieu du cinéma, mais qui en même temps lui donnait cette capacité d'être indépendant, d'être libre, même s'il était très heureux que Joris Ivens ou Georges Sadoul, le grand critique de cinéma, historien du cinéma, le reconnaissent dans ce travail-là, lui écrivent même en lui disant j'ai vu au Festival de Moscou un des plus grands films sur les jeunes dans la rue, sur les manifestations, des images qu'on ne voit pas ailleurs. Alors ces fameuses actualités dont tu parlais, que lui il appelait les contre-actualités. Hein, c'était l'idée que justement on n'allait pas montrer ce qu'on montrait, on allait être contre cette façon de faire et donc proposer toute une autre, des gens qui défilaient, des protestataires, etc. Et puis l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que Paul a toujours été dans cette difficulté à la fois d'être reconnu par les gens, Vautier aussi, qui a beaucoup... ils ont beaucoup correspondu. Enfin, voilà, il y a eu un travail presque similaire, je dirais, d'une certaine façon.
Et sur cette réalité-là, je dirais que voilà, la grande difficulté de Paul, ça a été à la fois d'être dans un cinéma, j'allais dire, le plus indépendant possible, tout en cherchant une reconnaissance d'une profession, mais qui était, comme il le disait, lui, à cette époque-là, il tournait dans les studios, il racontait des histoires d'amour, voilà, avec des voitures de sport, avec une belle lumière, avec des beaux cadrages, du beau découpage, etc. Et ça, moi, je ne savais pas faire. Comme tu disais au début, il partait avec un papier, on improvisait, même si à la fin ça paraît très construit, tout ça se faisait au jour le jour, donc d'une façon, je dirais, artisanale, et d'une façon, je dirais, spontanée. Alors que le cinéma, c'était même pour la CGT, les communistes, il fallait avoir une carte, il fallait avoir été premier assistant, deuxième assistant, etc., etc. Donc lui, il voulait balancer le protocole et affirmer cette liberté pour avoir cette liberté de ton à l'image. Merci Bruno pour ce témoignage, parce que tu l'as bien connu. J'ajouterais que le film préféré de Carpita, parmi son œuvre, ce serait Graines au vent, qui est un très beau film où on voit un petit enfant. Et là, justement, je pensais aux frères Dardenne, je pensais à Bruno Dumont, je pensais à tous ceux qui utilisent des noms professionnels comme comédiens. Et sa capacité à lui de laisser faire et de laisser venir comme ça. Tout d'un coup, le petit garçon regarde un bateau qui transporte des chevaux destinés à l'abattoir, et il est sidéré par cette scène-là, et personne ne l'avait vu regarder ça. Et tout d'un coup, on dit, on reprend le tournage, et le petit garçon est totalement perturbé, il ne peut plus jouer du tout. Et alors à ce moment-là, Carpita lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait à ces chevaux? Ah ben on les emmène à l'abattoir, ils vont mourir. Et le petit garçon pleure. Et tout d'un coup, cette scène est retournée le lendemain et intègre le film. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui font un peu la manière de faire de Carpita. Il raconte pour Mouloud, lorsque la chanson que sa maman lui chantait, que c'était pas du tout prévu comme ça. Il devait chanter le soir à Manuel, et puis la chanson lui est revenue de son enfance, et il a pleuré spontanément. Il n'était pas prévu qu'il pleure, et ils ont filmé la scène. Et en fait, il raconte que ce fameux Mouloud, il a eu beaucoup de mal à le trouver. Il trouvait pas. Alors, il a cherché d'abord chez les comédiens, et il voulait. Le profil, c'était un enfant, un adulte, mais qui soit arrêté à 9 ans. Pas qu'il soit, il raconte ça, il n'est pas anormal, il s'est arrêté à 9 ans. Et il disait que c'était très difficile de faire admettre aux comédiens, reste dans l'état d'esprit et l'émerveillement de 9 ans. Alors il a essayé avec des comédiens, c'était une catastrophe. Alors il s'est dit, je vais essayer de chercher autour de moi, peut-être des non-comédiens, non-professionnels. Alors il dit, là, ça n'allait pas du tout. Et il a cherché pendant des mois. Et puis finalement, au Festival d'Avignon, on l'appelle et on lui dit, il y en a un, pour toi, c'est celui qu'il te faut. Et il dit, mais quand je l'ai vu, je le connaissais, c'était celui que j'attendais. Et ce Mouloud, il dit, les scènes venaient spontanément avec lui. C'était, on le filmait en direct. Voilà. Et il y est très attaché, il en parle avec grand attachement. Oui, tout de même une question sur la représentation de l'architecte. Oui. On a du mal à penser que c'est le côté dialectique ou ambigu du personnage qui t'est séduit, Thierry, mais tu peux peut-être nous en dire 2 mots. Moi, je trouve que sa femme est plus intéressante que lui, notamment dans la scène où elle renonce à lui donner de l'argent parce qu'il lui a parlé de Goya, et elle se rend compte à ce moment-là qu'elle va l'humilier. Mais enfin, il faut quand même que tu nous dises un mot, et peut-être Corinne aussi, de cette représentation de l'architecte. Là, je suis un peu dépité parce que dans les entretiens en complément des films et puis dans ce livre, il n'évoque pas du tout la figure de l'architecte. Donc je ne peux pas savoir si, par exemple, il aurait eu un mauvais exemple parmi ses proches, ou est-ce qu'il aurait été marqué en mal par la figure de l'architecte, ou bien il aurait été désolé du travail de certains architectes qui auraient bétonné ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Bon, non, je pense que là, c'est plutôt l'affairiste, en fait. C'est un mot qu'il utilise. Pour lui, c'est un architecte affairiste. Donc, ce n'est pas l'image de l'architecte. Je signale pour l'ensemble du public, c'est que cette série qui s'appelle Archiciné
donc ce rendez-vous mensuel du premier mardi de chaque mois, cette année, c'est la figure de l'architecte. Mais on a eu beaucoup de mal à trouver des films où l'architecte n'est pas simplement comme ça une anecdote, c'est-à-dire on apprend par hasard qu'il est architecte au moment où il prend une chambre de motel avec sa maîtresse, parce que ça irait avec le statut de l'architecte, par exemple. Hein, il a une sable, il a des choses comme ça. Bon, non, il a des costumes en velours côtelé. Non, ce sont des images. On a eu du mal à trouver. Donc on a commencé, comme vous vous en souvenez, par Le Rebelle, qui est une image assez dure, puisque c'est un personnage quasi-fasciste. Bon. Et on va finir par un film en mai qui est Main basse sur la ville, où on retombe sur des architectes liés aux promoteurs et immobiliers, dans un film magnifique que Bernardo Secchi viendra commenter. Et le mois prochain, avec Christian De Villers, on va voir là, alors là c'est autre chose, c'est un film quasi intimiste sur la découverte de son père par son fils, et en l'occurrence, son père c'est Louis Kahn. Donc là, ce sera peut-être de toute la série le film qui correspondrait le mieux à ce qu'on avait en tête quand on a voulu cette série sur la figure de l'architecte. Voilà. Mais c'est pas un film non plus, c'est un documentaire, et puis c'est pas n'importe lequel, c'est son fils qui, etc. Bon, je vais pas le raconter maintenant. Mais là, pour te répondre, Guy, moi je dirais que c'est plutôt la reconstitution d'une époque. Et là, effectivement, on voit quand même une différence, mais beaucoup plus sensible qu'aujourd'hui, de statut. Ils sont servis à table, ils ont une très très belle maison, ils ont cette voiture, etc. Bon, et on sent qu'il y a une aisance et un statut social qui n'est pas partagé par la majorité des architectes aujourd'hui, puisque nous savons qu'un tiers d'entre eux déclarent un revenu moyen tournant aux alentours de 1500, 1800 euros. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans la même logique de cette époque, où il y avait très peu d'architectes du reste. Moi je dirais c'est un peu ça, c'est une autre époque, et l'architecte faisait partie de la bourgeoisie. Souvent, les enfants d'architectes étaient architectes. On le retrouve moins maintenant. C'était des espèces de castes, de familles, de pères à J'en fils. connais pas mal, hein, moi qui enseigne. Oui, mais bon, ça disparaît quand même un peu plus. Alors moi, juste une anecdote, c'est que il se trouve que j'ai de la famille... Maintenant, leur mère est aussi architecte. Pas que leur père. Vrai, on en connaît. Mais juste une anecdote, il se trouve que j'ai été élevée au Maroc, mais je suis née à Arles. Et j'ai de la famille qui est restée Diplômée de l'école de Marseille. Ouais. Et j'ai de la famille qui restait à Arles et qui était profondément communiste et active à la CGT. Et lorsque j'ai choisi ce métier d'architecte, ça a été la consternation. Pour eux, c'était l'image du bourgeois absolu, de celui, c'était l'image à abattre, et ils ne comprenaient pas que je puisse choisir ce métier-là. Donc il y a quand même dans l'imaginaire, surtout de cette génération-là, l'architecte vraiment ne fait pas partie de la famille. Et là, je pense que Carpita, c'est plutôt la caricature. C'est pas le métier qu'il a choisi, c'est plus l'image que l'architecte représente. Puisqu'effectivement, on a l'impression qu'il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un architecte. La façon dont il en parle, dont il le fait parler, c'est pas un architecte qui parle. Puis enfin, il me semble. Le coup de poing sur le coffrage, le seul geste un peu technique, c'est quand même assez approximatif. Non, à aucun moment il est question d'architecture, il n'en parle pas. Juste rebondir sur la discussion de la figure de l'architecte. Même si Paul Carpita n'avait pas une considération particulière pour l'architecte, il avait un vrai amour de la ville. Parce que la ville, c'était quand même, et Marseille en particulier, bien sûr. Marseille. Mais la ville, parce que la ville, c'était pour lui toute la diversité sociale, c'était les questions du vivre ensemble, du projet commun. Et je crois que nous, on a eu l'occasion dans le cadre d'Images de Field, de le faire se rencontrer avec l'architecte Castaldi au moment où on faisait cette édition sur les villes portuaires. Et en fait, c'est vrai que la réunion, la rencontre, la discussion entre les deux était très intéressante. Parce que finalement, Paul nous disait au début, mais pourquoi tu veux que j'aille voir un architecte ? Moi, les architectes, j'en connais pas, ou c'est pas forcément la question qui m'intéresse. Mais finalement, en rencontrant Castaldi, qui venait de terminer les docs à Marseille, qui venait de faire tout un projet de réhabilitation, tous les deux ont considéré que finalement, ils avaient un point commun, c'est le travail sur la mémoire.
que construire, c'était pas forcément détruire et rebâtir, qu'il y avait des friches, qu'il y avait des docks, qu'il y avait un passé portuaire, et que tout ça, finalement, le cinéma, c'était une façon de constituer la mémoire, et l'architecte, à un moment donné, pouvait être devant cette responsabilité-là. Et donc, du coup, à un moment donné, ils sont arrivés à un bout de discussion, si je puis dire, en disant, mais finalement, c'est bien, on fait le même métier. Voilà. Ben, ça peut être le mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Merci Corinne.